Éric Delemare, défenseur des enfants adjoint en charge de la défense et de la promotion des droits de l'enfant, pour une présentation du rapport « Le droit des enfants à un environnement sain ». Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, enfin j'en doute pas, après 2 jours et demi d'assises qui sont toujours des moments au CNAEMO à la fois riches et à la fois agréables. En vous écoutant, Madame Awa, je me remémorais une locution qu'on attribue peut-être à tort d'ailleurs à Talleyrand, pourrait concerner aussi la protection de l'enfance. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Mais pour autant, vous allez voir qu'en tant que défenseur des enfants, je me désole souvent quand je vois les milliers d'instructions sur toutes les entraves aux droits de l'enfant. Et je me console régulièrement, notamment dans la promotion des droits, quand à l'occasion des rapports que nous remettons au président de la République, aux ministres, aux grandes collectivités territoriales, eh bien, nous sommes en mesure d'avoir écrit, rédigé ces rapports avec des milliers d'enfants. Alors, je souhaitais remercier le CNAEMO et Madame la Présidente, chère Céline, merci pour cette invitation à vos 45e assises. Et l'occasion qui m'est donnée, comme vous l'avez rappelé, de vous présenter un rapport intitulé « Le droit des enfants à un environnement sain ». Et j'ai bien conscience que dans un contexte particulier que nous vivons tous, que vous vivez particulièrement sur le terrain et qui touche tous les secteurs des métiers de l'humain, de l'enfance en particulier, et encore plus quand on va vers les vulnérabilités et notamment la protection de l'enfance, eh bien ce rapport peut apparaître pas une priorité et pourtant, vous verrez qu'il y a énormément de liens avec et d'enjeux sur ce que vous vivez au quotidien. Bien entendu, je rappellerai, je sais que vous avez énoncé pendant ces jours un certain nombre de logorées de rapports, mais je voulais juste vous rappeler, vous renvoyer à notre décision cadre que nous avons rédigée avec la Défenseure des droits, sur la protection de l'enfance, 3 années d'instruction, de rappel du droit dans tous les domaines, dans tous les codes, et qui montre ce que vous savez et que vous vivez, c'est-à-dire les difficultés de financement et les financements fluctuants des départements et la nécessaire intervention financière de l'État, qui devrait normalement être là s'il y avait une meilleure considération des enfants dans notre société, notamment des plus vulnérables, et puis bien entendu tous les cloisonnements des politiques publiques que vous vivez, ARS, Éducation nationale, PJJ, protection de l'enfance, etc. Mais parfois même des cloisonnements au sein même d'un département, parfois entre la polyvalence de secteur, l'aide sociale à l'enfance, d'un même service, et parfois même dans un même contexte de partenariat, puisque entre associations, services publics, dans un contexte financier qui est en train de créer, d'accentuer par un repli sur soi. C'est le fameux « nous recentrons nos missions, nous recentrons sur nos missions propres ». Alors, j'ai eu l'occasion de présenter ce rapport, bien entendu, auprès de parlementaires, auprès d'institutions de santé, de l'éducation nationale, de l'éducation populaire, notamment dans le secteur de l'animation et dans la petite enfance, mais c'est la première fois auprès d'un mouvement national de protection de l'enfance. Et comme je le disais, dans un contexte qui pourrait laisser à penser que les sujets des conséquences sur la dégradation et les dérèglements climatiques seraient pas prioritaires, eh bien, il montre qu'il impacte tout particulièrement les enfants qui subissent déjà des précarités. Il nous touche, tout l'enjeu financier, vous avez sans doute entendu ces fameuses phrases d'assureurs qui ne sauront pas demain assurer un monde avec 2 degrés de plus, mais aussi bien entendu pour vous l'enjeu de toutes les pratiques d'aller vers, qui bien souvent, vous faites parmi les premiers qui constatent la précarité de l'habitat, les enjeux des déplacements, des mobilités dites douces pour vous, face à des personnes en face de vous qui n'auront pas les moyens de se payer une voiture électrique ou de la transition écologique. Et vous êtes donc à tous ces paradoxes, à ces injonctions paradoxales, et qui pourtant, si elles étaient faites de manière diligente, mais en respectant les droits, permettraient au plus grand nombre d'y accéder. Alors, je voulais rappeler rapidement, dans un contexte, je sais que
un certain nombre de professeurs de droit et dans d'autres disciplines l'ont fait pendant ces 2 jours, mais dans un contexte où certains sont en train de nous réécrire un roman national, il est important de rappeler un certain nombre de données. Et l'année dernière, nous avons fêté, en 2024, ça a été l'occasion de marquer un siècle de lutte et d'avancées significatives pour les droits de l'enfant, puisqu'en adoptant la Déclaration de Genève, la communauté internationale posait un jalon historique en affirmant que l'humanité devait donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. Alors, ce n'est pas par hasard, hein, on sortait, c'était la Société des Nations, qui deviendra l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas par hasard, hein, c'est après ce traumatisme inédit mondial qu'avait été la Première Guerre mondiale, eh bien, des voix se sont élevées pour dire qu'il fallait absolument tout faire pour protéger les enfants des guerres, de la lutte contre les violences et de la pauvreté. L'actualité nous montre que ça l'est toujours, malgré les avancées en termes de droits, de compétences, de discipline sociale, de sciences sociales et humaines et médicales. S'édifier alors les fondations d'un mouvement international de défense des droits, un engagement sans précédent pour améliorer la condition de vie et le bien-être des enfants du monde entier, qui aboutira à la ratification de la Convention internationale des droits en 89. Et c'est donc principalement à cette amélioration des conditions de vie qu'avec la Défenseure des droits, Claire Hédon, nous avons décidé en 2024 de faire ce rapport intitulé « Les droits de l'enfant à un environnement sain », c'est-à-dire que là encore, les enfants sont totalement invisibilisés dans les enjeux climatiques. C'est exactement la même chose sur plein d'autres sujets. Si vous prenez les familles à la rue, on va parler dans les médias du fait d'abord qu'ils sont sans doute étrangers, des troubles à l'ordre public, mais personne ne va parler de l'invisibiliser, enfin de ce que vivent les enfants qui ne dorment pas de la nuit, qui sont en sidération, qui protègent leur maman bien souvent, et qui la protègent de toutes les violences de la rue, la prostitution, la violence, les addictions, et qui ont pourtant le courage de se lever le matin pour aller à l'école. Alors, comme les fondateurs de 1924 et de manière dans l'humilité, nous avons souhaité mettre en perspective le droit des enfants à vivre dans des bonnes conditions. Et d'abord, rappeler que malgré un cadre législatif solide et des engagements forts pris par la France en matière de protection de l'environnement, eh bien, ça ne vous étonnera pas de voir que les actions publiques demeurent insuffisantes face aux défis posés par le dérèglement climatique. En termes inédits, le Conseil constitutionnel en 2023 a pour la première fois affirmer le droit des générations futures, c'est-à-dire le droit des générations, le droit des enfants à naître et le droit des enfants aujourd'hui lorsqu'ils seront adultes, enfin pour les enfants qui sont aujourd'hui et les adultes qui seront demain. Si cela monte, au fond, pourrait montrer une volonté de préservation des générations futures, il faut surtout le prendre comme une alerte très claire concernant les choix d'aujourd'hui qui pourraient mettre à mal l'avenir de l'humanité. Autrement dit, comment faire en sorte que les générations futures puissent bénéficier des mêmes ressources naturelles que vous et moi avons encore vécues pendant notre enfance. Et bien entendu, les risques sont déjà grands et perceptibles. Perte de la biodiversité, pollution de l'air, de l'eau, des sols, événements météorologiques extrêmes qui impactent les enfants dans leur quotidien, leur habitat, leur santé, mais aussi leur éducation. Alors tout ça se fait dans un contexte où 100 ans après l'adoption de la Déclaration de Genève, hein, rappelez-vous, c'était ce monsieur qu'on nomme régulièrement, M. Janusz Korczak, aujourd'hui on dirait qu'il était pédiatre, mais directeur de MEX, éducateur spécialisé, et qui avait eu l'expérience des guerres tsaristes et la Première Guerre mondiale, et qui avait conscience que de tout faire pour lutter contre les violences faites aux enfants, des adultes envers les enfants, mais aussi des enfants entre eux, était un enjeu de civilisation, un enjeu pour notre démocratie. Et un siècle après, les crises mondiales, et notamment les violences, les conflits, l'omniprésence du monde numérique, le doom scrolling que font les enfants, et peut-être vous de temps en temps, les inégalités sociales de plus en plus prononcées dans un contexte de dégradation de l'environnement font peser une lourde charge sur les enfants. La pandémie de Covid a aussi aggravé les injustices existantes et plongé de nombreux enfants dans des situations de précarité. Et s'y ajoute, vous avez vu un certain nombre de projets de loi, des discours rétrogrades, des idéologies répressives remettant en cause les droits humains en général et les droits de l'enfant en particulier. Le changement climatique nous rend malades et une action urgente est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas un témoignage que j'ai recueilli pendant le rapport, c'est l'OMS qui a lancé cette alerte à Bakou en 2029 à la COP en Azerbaïdjan. Et on a rappelé que l'année 2024 avait battu un nouveau record de la hausse globale des températures en dépassant pour la première fois 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère industrielle. Cette conjoncture nous alerte sur d'abord les enfants les plus vulnérables qui vivent ces dégradations. Des récents exemples, j'ai deux exemples en tête que je souhaitais
partager avec vous. Je pense à Amy, reconnue comme la première enfant décédée à cause des pesticides présents dans les fleurs que manipulait sa maman, fleuriste, lorsqu'elle était enceinte. Une décision relevée en octobre 2024 et qui constitue une étape majeure dans la lutte contre les pesticides nocifs pour la santé. Mais je pense aussi aux situations de maltraitance présentées en octobre 2024 devant le tribunal de Châteauroux, des jeunes confiés à l'ASE du Nord et conduits dans des familles non agrémentées, hébergés dans des caravanes sans eau ni électricité. Alors, notre rapport, s'appuyant sur des études juridiques, scientifiques, sur les témoignages de 3400 enfants issus de divers territoires et situations sociales, eh bien, expose les défis auxquels nous faisons face pour assurer un environnement sain. Pour la première fois, des enfants ultramarins ont pu contribuer à la consultation provenant de différents territoires, La Réunion, Mayotte, Guyane, Martinique et la Guadeloupe. Cette démarche a été rendue possible grâce à la mobilisation de plus de 200 structures partenaires, dont certaines d'entre vous en AEMO ou en MEX, puisque je sais aussi qu'il y a des professionnels de MEX dans la salle. Ces 200 partenaires, c'est le double de l'année dernière, c'est vous dire la préoccupation et l'intérêt portés à ce sujet. Et chaque année, dans les témoignages des adultes, vous, des professionnels, nous observons les impacts de la consultation sur la qualité du vivre ensemble, la surprise des adultes sur l'acuité et l'intérêt des enfants sur les sujets dès qu'on prend le temps de les écouter. Si je devais résumer les travaux des enfants, leurs paroles, leurs positions, leurs propositions, je dirais qu'il faut mettre la protection des droits de l'enfant au cœur de la protection de l'environnement. Concrètement, il s'agit de prendre en compte la vulnérabilité des enfants, au fond la fragilité de l'enfance, dans la définition des politiques publiques. Alors nous avons fait un certain nombre de recommandations, tant l'urgence d'agir est impérative et qui nécessite une mise en œuvre de transformation systémique pour garantir à chaque enfant le droit de vivre et de s'épanouir dans un cadre de vie équilibré. Bien entendu, des recommandations sur la santé, comme la généralisation au sein des établissements hospitaliers des consultations dédiées à l'exposition prénatale aux pesticides et renforcer notre droit en s'appuyant sur des normes plus protectrices pour les femmes enceintes et des enfants contre l'exposition précoce à des substances toxiques. C'est ce qu'on appelle dans le langage commun, vous savez, la toxicologie réglementaire, la part des polluants acceptés par l'industrie et par les pouvoirs publics dans tout ce que nous utilisons au quotidien, les aérosols. Eh bien, les chercheurs de l'INSERM nous ont dit, les professeurs de l'INSERM, que cette part de polluants, elle est basée sur un homme de 70 kg bien portant. Donc vous imaginez ce que peut avoir ces impacts sur des enfants de très jeunes ou des enfants dans le ventre de leur maman. Cela pourrait aussi amener à réfléchir sur la présence de PMI, des services de PMI dans les maternités. Bien entendu aussi, nous sommes attardés à la question de l'eau potable sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans les territoires ultramarins, un droit fondamental, un enjeu de santé publique. Par exemple, lorsque nous regardons la Guadeloupe avec les pollutions au chlordécone, au sargasse, au réseau d'eau qui est obsolète, eh bien, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'école. Et les enfants de primaire en Guadeloupe, et vos collègues qui les accompagnent là-bas, eh bien, les enfants ont environ 20% de cours en moins sur le primaire, c'est-à-dire une année complète, puisque ce n'est pas le prof de français est absent, j'y vais quand même parce que le prof de maths est là. Non, c'est une fermeture totale d'une année scolaire, au fond, entre le CP et le CM2. On a fait un certain nombre de recommandations aussi sur l'alimentation saine et durable, et vous le savez aussi, les enjeux dans un contexte de sédentarisation des enfants, dans un contexte où le sommeil devient l'entrave pour les réseaux sociaux, puisque alors que nos ados n'ont jamais autant mal dormi, et qu'on ne tient pas compte d'ailleurs de ces rythmes-là dans un certain nombre d'organisations, mais comment l'alimentation diversifiée, équilibrée est aussi importante. Et nous sommes aussi allés voir la question du traumatisme, l'accompagnement psychologique des enfants victimes de catastrophes naturelles. Et ces catastrophes naturelles, vous le savez, elles ne sont pas qu'à l'extérieur de notre pays, qu'à l'extérieur de la métropole. S'il y a des gens de Nice, par exemple, parmi vous, vous avez une professeure de pédopsychiatrie, Madame Askenazi, à l'hôpital des enfants de Nice, et qui avait une grande expérience avec ses équipes, d'avoir accompagné des enfants qui avaient vécu du post-trauma, des traumatismes, soit des enfants qui revenaient de Syrie, parce qu'on a beaucoup parlé de la Seine-Saint-Denis à juste titre, mais Nice et les Alpes-Maritimes sont le deuxième département qui accueillit ces enfants, qui avaient aussi accueilli des enfants, malheureusement, qui avaient directement ou a posteriori vécu les traumatismes des attentats de Nice en 2016, je crois, de mémoire.
eh bien, elle expliquait qu'avec ce qui s'était passé à la vallée de la Roya, vous vous souvenez de la vallée de la Roya, vous vous souvenez nous avons vu un certain nombre de drames en direct, et si bien entendu les enfants ont été protégés immédiatement, eh bien beaucoup d'enfants ont vu à la télé leur maison partir, leur école partir et le cimetière où étaient enterrés leurs grands-parents partir. Et ça a des impacts traumatiques chez les enfants. Et encore une fois, si ces impacts ne sont pas pris en compte, eh bien, s'il n'y a pas de services de santé pouvant les accueillir de manière diligente, eh bien, ça a des impacts. Bien entendu, ce qui vous concerne aussi au quotidien, c'est tous les enjeux autour de la précarité économique, mais aussi la précarité de l'habitat. Vous savez bien que plus on vit l'absence ou la précarité de l'habitat, plus on est éloigné des autres droits qui sont fortement sectorisés, que ce soit l'éducation ou la santé, puisque nous avons encore dans notre pays des refus de scolarisation parce que les enfants seraient des enfants de pauvres. Nous avons 31 000 enfants, rien qu'en France métropolitaine, qui vivent dans des hôtels sociaux, qui jouent entre le parking et les poubelles. Nous avons 6 500 enfants, selon la délégation interministérielle de l'hébergement et de l'accès au logement, qui vivent dans des bidonvilles, rien qu'en France métropolitaine. À peu près 1 500 sont scolarisés. Je vous parlais des enfants à la rue et qui sont chaque année dans un baromètre de la Fédération des acteurs sociaux et de l'UNICEF évalués à 3 000, mais sans doute sous-évalués. Les enfants, tous les enfants qui n'ont pas accès à l'école pour d'autres raisons, l'aide sociale parce qu'ils vivent des vulnérabilités, des souffrances. Et si j'additionne bien entendu les enfants de Mayotte, 15 000 enfants non scolarisés à Mayotte. Vous imaginez 15 000 enfants sur une population de 350 000 habitants. Si on faisait le ratio sur 65 millions de métros, il y aurait 3-4 millions de jeunes dans la rue, ce serait la barbarie. On rappelle que souvent 1882 avait été... c'était l'école obligatoire, c'était aussi pour éviter toute forme d'exploitation dans la rue de tous les enfants. Nous avons aussi regardé, écouté avec attention ce que nous disaient les mouvements de population des plus précaires et qui arrivent dans notre pays, qui arrivent dans un certain nombre de pays, du GIEC. En 2021, le GIEC a évalué à 9 millions la population qui ont dû bouger du fait des guerres, et en même temps 30 millions du fait des conséquences du réchauffement climatique, sauf que sur ces 30 millions, les 4/5 immigrent dans leur propre pays, et donc ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas à l'international. Ce sont des enfants d'agriculteurs, puisque dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, les agriculteurs se nourrissent de ce qu'ils produisent, et bien face à la sécheresse, ne peuvent plus nourrir, et les enfants partent à la ville ou quittent les côtes parce qu'il n'y a plus de poissons, et ces enfants sont pris, ces adolescents sont pris, parfois le souhaitent également, ou le rêvent, par des réseaux, et arrivent chez nous, et quand ils arrivent chez nous, ils sont considérés comme des migrants économiques et pas comme des migrants climatiques. Et en même temps qu'on a ces mouvements de population, la jurisprudence Katrina, vous vous rappelez, 2004 aux États-Unis, elle a bien montré que les conséquences des événements météorologiques extrêmes sur les populations les plus vulnérables conduisaient à les assigner à résidence. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'assurer, ceux qui vivent dans des maisons, ce qui ressemble à des maisons, des mobil-homes, et qui n'auront jamais les moyens de déménager, et qui donc seront encore plus pauvres qu'ils étaient aujourd'hui. Si je pourrais vous citer par exemple une petite ville de 5 500 habitants, s'il y a des gens du Pas-de-Calais, Saint-Étienne-au-Mont par exemple. Saint-Étienne-au-Mont, 400 maisons inondées. 400 maisons inondées. Au bout de 7 mois, bien que ça ait été déclaré en catastrophe naturelle, aucune famille n'avait reçu 1 euro d'indemnité. C'est des familles qui ont explosé. C'est des familles qui n'avaient plus d'activité. Toute leur santé mentale est venue se dégrader parce que plus de projets, plus de maisons, plus de projets de vacances, plus de projets d'activité. Beaucoup de couples se sont séparés. Et parmi ces familles, Madame le maire, qui était une ancienne prof de sport, me disait qu'il y avait des familles méconnues du CCAS. C'est-à-dire qu'on a des familles qui vivent des précarités et qui sont méconnues. Et bien entendu, s'il y avait une forte mobilisation des habitants, une forte solidarité, eh bien l'enjeu des politiques publiques, c'était comment affronter, comment que ça puisse faire jurisprudence, comment ça puisse faire rétex, comme on dit, c'est-à-dire puisque la crue centenaire qu'on m'annonçait, elle est décennale, la décennale, elle est annuelle, comment demain je vais pouvoir faire en sorte de préserver les populations. Et puis un certain nombre de services publics qui ne sont plus assurés, des mairies, des salles de sport. Est-ce que demain, ça va être des MEX? Est-ce que ça va être des locaux qui ne seraient plus assurés, qui ne trouveraient plus d'assurance parce qu'ils seraient dans des zones dites
inondables, même si c'est pas que les zones inondables qui sont touchées. Nous avons 26% des Français qui vivent dans ces zones inondables. Bien entendu, nous sommes allés aussi voir tous les enjeux autour des lieux que fréquentent les enfants. Les crèches, les centres de loisirs, l'éducation populaire, les écoles. Les écoles, nous avons 60 000 écoles en France, 80% ne sont pas adaptées au changement climatique. Beaucoup de collectivités territoriales ont fait d'énormes investissements, mais qui ont veillé principalement à faire en sorte, et c'est une bonne chose, qu'il fasse moins froid, que ce soit moins humide. Mais les conditions de faire classe quand il fait 40 degrés, vous allez sans doute vous rappeler qu'en 2013-2014, nous avons tous collectivement échoué la réforme des rythmes scolaires en mettant les profs ados, les collectivités territoriales, les parents, et donc sont les enfants qui en ont subi les conséquences. Eh bien, aujourd'hui, est-ce que la crise permettrait aussi d'envisager des rythmes des enfants et que nos enfants ne fassent pas uniquement la sieste de 13h30 à 14h en maternelle, mais quand ils sont fatigués, comme en général ça se passe à la maison, c'est-à-dire comment on peut s'adapter au rythme, comment faire école autrement, école dehors. Donc ça se pose la question d'actions évidemment comme très intéressantes comme l'éducation hors les murs, avec tout ce que vous connaissez, tout ce que vous entendez sur la désimperméabilisation des sols, la question de repenser l'espace dans les écoles, dans les cours d'école, pas uniquement bétonné ou goudronné à 80% pour que les garçons jouent au foot et que les filles seraient satellites autour, mais aussi comment travailler les questions d'égalité. Donc vous voyez comment tout cela. Donc nous avons fait une recommandation sur l'engagement d'une réflexion nationale sur l'adaptation de la journée scolaire et des calendriers de vacances, comme ça peut d'ailleurs se faire en Outre-mer en ce qui concerne les calendriers. Et bien entendu, je vais finir par ça, en tant que défenseur des enfants, c'est la prise en compte de manière effective de la parole des enfants dans l'élaboration des décisions publiques. Je dis toujours, et vous avez sans doute m'avez déjà entendu le dire, que si on devait attendre que le bébé sache parler pour lui parler, il ne parlerait jamais, et que donc il faut donner le courage aux enfants de prendre la parole. Et quand vous avez, par exemple, quand vous écoutez un enfant de 4 ans, sera sans doute en mesure de vous dire papa frappe maman. Il pourra donner des éléments sur sa vie. Il pourra même, en revenant de l'EHPAD où est sa grand-mère, dire mais pourquoi les gens ils parlent mal à mamie, pourquoi mamie elle a l'air triste. C'est-à-dire que les enfants sont capables de poser et de se rendre compte. Par contre, si vous demandez à ce même enfant qui aurait pu être là aujourd'hui à Courbevoie avec ce beau soleil, de dire « Oh là là, il y a un super soleil aujourd'hui », tu sais, le soleil, il est à 150 millions de kilomètres. À la vitesse de la lumière, il met 8 minutes. La lumière met 8 minutes. Quand tu regardes le soleil, tu regardes le passé. Là, il va déjà, je vous ai peut-être perdu déjà, là. Mais pour les enfants, donc vous voyez que la question de discernement, elle nécessite qu'on prenne le temps. Et surtout, quand vous interrogez les enfants, et là, dans la consultation qu'on a fait, 3400 enfants, des enfants de 2 ans à plus de 18 ans pour ceux qui vivaient des vulnérabilités et des jeunes qui étaient accompagnés dans le cadre d'un accueil provisoire jeunes majeurs. Donc c'est des enfants qui ont travaillé sur le sujet du dérèglement climatique pendant 1 an à l'école, mais aussi dans des services périscolaires, l'éducation populaire, l'éducation positive, etc. Ce sont des enfants qui sont investis dans des conseils municipaux d'enfants, dans des associations, et 60% des enfants sont des enfants qui vivent des vulnérabilités, accompagnés en prévention spécialisée, en AEMO, en protection de l'enfance, en maison d'enfants à caractère social ou en foyer de l'enfance, des enfants en situation de handicap, et nous allons même, je dis même parce que c'était pas si évident que ça, depuis 4 ans dans des établissements pour mineurs et des quartiers pour mineurs, c'est-à-dire que nous allons aussi passer du temps avec des jeunes incarcérés pour échanger avec eux sur ces enjeux. Eh bien, dès tout petit, les enfants expriment une grande sensibilité envers le vivant. C'est incroyable. Sans doute que leur perception de leur plus grande fragilité les rend peut-être plus sensibles à cette empathie. Et ils sont capables de parler très rapidement de la destruction des espaces naturels, de la déforestation et les conséquences sur la perte de la biodiversité, etc. Et alors, quand ils sont ados, ils m'ont dit des choses très intéressantes, ils nous ont dit des choses très intéressantes. Les scientifiques nous le disent, nous serons confrontés à beaucoup plus de vagues de chaleur, de fortes pluies et de sécheresse au cours de notre vie que nos grands-parents. À nous, les enfants, on dit qu'on est comme la planète, l'avenir de l'humanité, mais alors qu'est-ce que ça avance pas vite, pour les droits de l'un comme pour les droits de l'autre. Et au fond, on est comme les scientifiques, peu écoutés. Et comme les scientifiques, les enfants ont bien vite compris, au bout de plusieurs séances, que la crise climatique, ce n'est pas une crise. On ne retrouvera pas la situation d'avant. Les 3, 4, 5 degrés que nous avons, qui ont augmenté, ils ne baisseront pas. Donc forcément,
les enfants ont énormément, et ce qui a été vraiment passionnant, parce qu'on parle souvent d'éco-anxiété, un terme qui est remis aussi, je l'emploie avec prudence, remis en cause par un certain nombre de professionnels du soin et de la santé, mais ce qui est important, c'est d'aller tout de suite, c'est pire de ne pas parler aux enfants que de leur en parler, à condition qu'on leur parle dans des modalités qu'ils puissent comprendre, c'est-à-dire dans davantage des actions concrètes, individuelles et collectives de protection de l'environnement, plutôt que des discours anxiogènes. Et ça, c'est éminemment important de favoriser l'action des enfants, et pas uniquement pour qu'ils fassent plante verte. Donc ça veut dire des recommandations, par exemple, sur des lieux de consultation, au fond une culture d'études d'impact que nous n'avons pas beaucoup en France, c'est-à-dire que les enfants pourraient être pris au sein d'organisations, que ce soit des conseils municipaux, des conseils départementaux, des conseils régionaux, pourraient être consultés sur un programme d'installation d'une usine, d'un programme d'installation d'énergie renouvelable, etc., et que leur voix soit consultative, mais que cette voix soit entendue, parce qu'ils ont des choses à dire et qui nous pourraient changer de paradigme sur la domination que nous avons sur les enfants. Voilà, juste un quart. Je vais terminer en pensant un peu... j'aime bien la citer de temps en temps. Donc là, quand Camus disait « La plus grande générosité envers l'avenir consiste à tout lui consacrer au présent », eh bien, je dis qu'il faudrait faire ça enfin avec nos enfants. Mais pour ça, on ne réglera pas la question de la protection de l'enfance au-delà de tout, si on n'interroge pas le continuum de violence faite aux enfants. J'étais entendu lundi dernier par une commission d'enquête parlementaire sur les violences faites à l'école. Vous avez entendu parler des enjeux. Il y a un certain nombre de procès en cours ou à venir. J'étais enfin satisfait d'entendre que les enfants n'étaient pas responsables de tous les maux des violences à l'école et qu'il était temps aussi d'interroger les violences systémiques, que ce soit les violences dans les difficultés du virage inclusif, que ce soit dans la considération des professionnels par leur propre tutelle, toutes les formes de violence qui doivent être étudiées et pas uniquement reportées sur les enfants. Donc ce continuum de violence, la protection de l'enfance, c'est bien autre chose que l'aide sociale à l'enfance. C'est pour ça aussi qu'il faut s'interroger sur la question des assistantes sociales, de la santé scolaire, à l'école primaire notamment. Et je arrête là et je vous remercie. Merci beaucoup.